ça, Martine, elle va venir. Et peut-être que ce serait bien que vous vous présentiez, ce qu'on n'a pas fait au début, j'aurais dû le faire, et que vous présentiez un tout petit peu les uns aux autres, de vous commencer à vous connaître un petit peu, mais c'est toujours utile. Et pour moi, c'est bien aussi. Donc, voilà Martine. Je me disais qu'on allait faire juste un tout petit tour de présentation avant de reprendre sur le chapitre 1. Donc, Joël commence. Ouais, Joël, c'est toi qui arrive. C'est Soafia. Oui. Tu peux dire ce que tu fais, tu es en quel cycle Moi, je suis en thèse, je suis en éthique. Je travaille sur la corruption. Tu travailles sur la corruption dans le contexte africain. Tu es originaire d'où? Je suis togolais. Du Togo. Joël est un pasteur du Togo qui a obtenu une bourse de Campus France, donc par le ministère des Affaires étrangères. C'est original, parce qu'en général c'est par le DEFAP, et là c'est par Campus France, donc c'est bien, tant mieux, bravo. Et il travaille sur la corruption. Et c'est un sujet qui touche nos questions là. Martine Martine Lebrun, quoi dire? Je sais pas. J'ai 68 ans, voilà, je viens pour le plaisir. Mais je valide parce que ça me pousse. Très bien. Et j'ai lu cet été les frères Karamazov. Ah, ouais. C'est super. Alors, vous ne voudriez pas faire un exposé la prochaine fois? Alors non. Oui, mais justement, les derniers chapitres, là, faut s'accrocher hein, quand même, parce que c'est pas, je ne sais pas si vous avez lu, vous aussi. Et j'ai lu aussi Tolstoï, enfin, pendant les vacances, j'ai lu plus de littérature. Mais à propos de l'exposé, justement, je me demandais si plutôt je ne ferais pas Bonhoeffer, parce que Tolstoï, enfin, je veux bien, ça dépend ce que vous attendez de nous dans les présentations des livres. Moi, je recommande la lecture de tout ça. Bon, enfin bref. Ça peut être un exposé personnel qui noue une gerbe un peu de tout ça, un peu librement. Ouais. Vous voyez ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que j'ai jeté des trucs un peu comme ça, un peu épars, et qu'il faut quand même trouver un chemin pour les rassembler, c'est pas évident. Non, mais en 8 jours... Alors si vous voulez, on peut inverser et le faire dans 15 jours, et je fais Ricoeur la prochaine fois, c'est possible, très possible. Si personne n'a lu les frères Karamazov, je veux bien, parce que c'est vrai que c'est quand même un... Ouais. Ne serait-ce que de temps en temps, avoir quelques citations fortes de ce texte, ça serait bien, c'est un très bon point d'appui. Ok, super, donc on intervertit les séances. Pas pour le AD, on le remettra dans l'autre sens, mais pour nous-mêmes, on va intervertir les séances. Ça, c'est possible, ça. D'accord ? D'accord. C'est un exposé de combien de temps? Ça représente quoi? Moi, je dirais... qu'est-ce que vous imaginiez Je sais pas, 10 minutes, 10-15 minutes, ça dépend Entre comment 10 et on 20 parle. minutes, en fait, ça dépend aussi de l'ampleur du sujet. Oui, Tout à fait. absolument, Ouais, très bien. Puis en plus, on a que 2 heures, là. Avec 2 heures. Au dernier semestre, on avait 3 ou 4 heures, je Ouais, crois, alors que là, on a moins pas de séances. énorme. Oui, je pense que pas plus de 20 minutes, et oui, pas moins de 10 minutes. Ça me paraît bien. Ça peut être 10 minutes sur un sujet, ça peut être 20 minutes, c'est un peu plus... Voilà. Vous pouvez aussi venir avec une feuille que vous distribuez qui nous aide après à nous à prolonger un peu les choses. D'accord, très bien. Merci Martine. Du coup, moi, c'est Raphaël, j'ai 28 ans, je suis en Master 1 et j'ai déménagé à Montpellier en février, juste avant le Covid. Ah oui, c'est vrai, juste avant. Pour faire mes études en présentiel à Montpellier, pour finir. Parce que je faisais tout en EAD et avec Paris avant. Voilà. Et alors donc, tu as des enfants? Oui, j'ai un petit Gabriel. Un petit Gabriel qui a quel âge? Qui a 2 ans et quelques mois. Alors maintenant, justement, après le confinement, tu as trouvé un endroit, comment ça? On l'avait mis chez la nounou au départ. Ouais. Et puis après, on a repris la nounou, la même. Très bien, ça marche bien.
Et le confinement a été compliqué avec Gabriel. Ah, Les cours en ligne avec Gabriel, c'était... je vois encore Raphaël avec, derrière lui. il courait partout. Des passages. Ouais, c'était Des au secours, passages. on n'a pas beaucoup de place non plus, et on n'a pas de bureau, rien. Donc Ben oui, c'est ça. une grande épreuve. Ah, oui, ça, je veux bien le croire. Voilà. On croise les doigts, on espère qu'on pourra rester Ouais, dans cette j'espère configuration aussi. où on se voit un petit peu quand même. Ça sera bien plus agréable. D'accord. Bien. Voilà. Alors, oui. Oui, Sylvain Cusan, je représente ici Muriel Menanto qui est dans un séminaire toute la journée, qui ne pouvait pas être là présente et qui avait envie quand même d'entendre, voilà, qui suivra une partie des cours sur le EAD. Donc moi-même, je ne suis pas inscrit à la fac, je suis par contre à la mission populaire évangélique, dont je suis vice-président. Voilà. Et on habite en Franche-Comté, donc elle viendra, fera les trajets comme ça. C'est courageux de la part de Muriel de venir à moitié donc en EAD et à moitié en présentiel, comme ça. Alors Muriel a fait sa licence de théologie à Strasbourg il y a 30 ans. Elle reprend ses études de théologie là, elle a la perspective de devenir pasteur. Après un parcours auprès de l'Église adventiste, auprès de la Fédération protestante de France, auprès de la mission populaire évangélique. Voilà. Donc c'est tout cela, après tout ça qu'elle se réinscrit en fac, elle démarre aujourd'hui pour le Master 2. Et puis elle sera donc en stage. Excusez-moi, j'aurais dû tourner depuis le début la caméra vers vous. Donc c'est la seule fois qu'on va te voir. A priori, oui. Très bien. Après, Écoute, c'est super. J'y prends un goût C'est ça. extraordinaire. Très bien, merci Sylvain. Nicolas, je suis en M1, j'ai 37 ans et en fait j'ai fait le cycle L à l'IPT Paris. D'accord. Maintenant je suis à Montpellier en présence. D'accord, très bien. J'ai oublié de vous demander peut-être que le thème du pardon, c'est un thème que j'avais déjà rencontré dans le parcours. Non, pas spécialement. Non. D'accord. Donc Nicolas. Hein. Oui. Nicolas. C'est possible de te demander ce que tu faisais avant Oui, bon, déjà l'année dernière, j'ai travaillé pendant un an à l'Alliance biblique française et avant ça, j'ai travaillé dans l'administration, notamment dans l'économie, le ministère économique. D'accord. Enfin, oui, j'ai une formation d'ingénieur. Merci. Oui, je m'appelle Kondo. Voilà, enlevez votre masque, juste le temps de dire votre prénom. Mais c'est mon prénom c'est difficile pour être anglais, mais pour m'a dit D'accord. Ça ira. C'est un bon nom parce Oh, que oh, simplement. Oui. Ah, c'est trop bien. Oui, mais je suis près dessus. Je suis près dessus. Ah, D'accord. Oui. ouais. Mais je suis débutante pour les français. D'accord, bravo. Oui. Bravo. Oh, Mais mon nouveau méthode sèche du Testament. et vous êtes là pour un séjour provisoire ou est-ce que vous êtes installé en France? Ah oui, mais je travaille encore à la théologie faculté pendant cette année. Oui, j'aimerais bien le Nouveau Testament et anthropologie. D'accord. Ok. Mais vous allez retourner en Corée après l'an prochain? Vous retournez en Corée ou vous restez en France? Ah oui, jusqu'à finir mon doctorat, je vais rester à Montpellier. D'accord. Oui. D'accord, très bien. Très bien. Merci. C'est bon, alors, on reprend donc ce premier chapitre, même si de toute manière l'introduction était déjà pour moi une sorte de chapitre qui permet d'ouvrir en tout cas les questions qui sont à la clé de l'ensemble du parcours. Donc je disais, voilà, on prend notre point de départ dans les controverses autour du pardon.
lancé par un certain nombre d'intellectuels juifs, et notamment ce grand philosophe et musicologue et moraliste Vladimir Yankelevitch, qui est né en 1903, mort en 1985, qui est un disciple de Bergson, et qui a été vraiment le professeur de morale à la Sorbonne pendant des décennies. Donc, voilà. Alors, 3 de ses écrits concernent plus particulièrement notre question. Le premier est publié en 1956, c'est pour ça que c'est vraiment le premier, sous le titre « L'imprescriptible ». Donc, c'est ça qui a été repris dans cette édition. Et en construisant le concept d'imprescriptible, philosophiquement, Yankelevitch a été à l'origine de l'établissement de la loi de décembre 1964, constatant l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Il y a des crimes qui deviennent imprescriptibles. Donc vous voyez, Yankelevitch a déjà joué un rôle au début des années 50 sur cette question-là. Et Yankelevitch était un des fondateurs de ce qu'on appelait les colloques des intellectuels juifs de langue française. Il y en avait un chaque année. Et le 4e et le 5e, en 1963, 1964, portaient sur le pardon. Et Yankelevitch était en débat avec Lévinas sur cette question-là. Et alors ça, c'est un débat qu'il faudrait rouvrir, etc. Ça, je ne l'ai pas fait, mais voilà, il y a des choses qui sont intéressantes historiquement. Deuxième pierre qu'il apporte, c'est un livre de philosophie morale, beaucoup plus ample, intitulé « Le pardon », publié chez Aubier, Aubier-Montaigne, en 1967. Et là, on n'est pas tellement... On sent plus du tout la dimension protestataire juive. C'est vraiment un livre de philosophie très général sur le pardon, qui rencontre surtout la question du temps, de l'usure du temps. Rappelez la chanson de « Avec le temps, tout s'en va », etc. Qui touche rien. Je vous rappelle ici un texte de Kundera qui dit rien ne sera pardonné, tout sera oublié. Rien ne sera pardonné, tout sera oublié. C'est pas ce qu'il faut, c'est ça qui va se passer. Et puis, en 1971, sous le titre Pardonner, donc là ce volume reprend les 2 textes en même temps, l'imprescriptible et Pardonner, Yankelevitch reprend le ton de la polémique véhémente pour exprimer l'absence de cette condition élémentaire du pardon que serait le repentir et la demande de pardon de la part du coupable. Et que c'est ça qui rend le pardon impossible pour les Allemands, c'est qu'il n'y a aucun repentir et aucune demande de pardon en fait. Donc en fait, il pose un certain nombre de questions qui vont nous occuper. La question du temps, voilà, l'usure, la question de l'imprescriptible, de l'inoubliable, est-ce qu'il y a de l'inoubliable, la question des conditions du pardon, demander pardon, se repentir, etc. Et c'est en ce sens-là que la question de la Shoah, j'ai préféré, plutôt que la rencontrer au milieu, la mettre en tête en quelque sorte tout de suite, parce qu'elle domine notre contexte. C'est une question... Et en plus, la question de la Shoah, c'est pas qu'une question philosophique ou politique, c'est aussi une question théologique. Parce que la Shoah, qu'est-ce que c'est que Dieu après Auschwitz? C'est un très grand philosophe, Hans Jonas, qui pose cette question. Et donc après, justement, c'est pas un hasard si après on a des conceptions d'un Dieu faible, d'un Dieu... vous avez Caputo, par exemple, qui propose, justement, ce n'est plus du tout le Dieu tout-puissant, c'est un Dieu faible. C'est un Dieu qui ne maîtrise pas l'histoire. Donc la Shoah pose des problèmes théologiques que souvent les protestants n'ont pas encore vraiment rencontrés, si vous voulez. On ne peut pas penser avant comme après comme avant. Alors le premier texte, l'imprescriptible, le texte initial, ça soulève une question qui est une question de philosophie morale et politique et juridique. C'est la limite de la question de la prescription. Si vous voulez, d'un point de vue juridique, il y a forcément une prescription. Il n'existe pas il n'y a rien qui ne soit qui soit imprescriptible. Le concept d'imprescriptible, c'est un concept moral, si vous voulez. La justice, elle veut la paix de la société.
Donc, elle veut punir, mais punir pour avoir la paix, pour obtenir la paix, pour obtenir l'apaisement. Et donc, l'idée d'une mémoire du malheur qui serait imprescriptible, c'est une idée qui va à l'encontre, je dirais, du fondement de la pensée juridique. Et il écrit donc dans ce texte: tous les critères juridiques habituellement applicables aux crimes de droit commun en matière de prescription sont ici déjoués. D'abord, il s'agit d'un crime international, et les Allemands n'ont pas à nous reprocher notre immixtion dans leurs affaires. Ce ne sont pas leurs affaires. Cette affaire-là est l'affaire de toutes les nations piétinées. Page 21 de l'édition de cette édition. Ensuite, le thème du temps a à voir avec l'imprescriptible, bien sûr. Le thème du temps qu'on retrouve dans le livre suivant. Le temps qui émousse toute chose, le temps qui travaille à l'usure du chagrin comme il travaille à l'érosion des montagnes, le temps qui favorise le pardon et l'oubli, le temps qui console, le temps liquidateur et cicatriseur, n'atténue en rien la colossale hécatombe. Au contraire, il ne cesse d'en aviver l'horreur. Le vote du Parlement français énonce à bon droit un principe et en quelque sorte une impossibilité a priori. Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, c'est-à-dire ne peuvent pas être prescrits. Le temps n'a pas de prise sur eux. Non point même qu'une prorogation de 10 ans serait nécessaire pour punir les derniers coupables. C'est pas pour ça. C'est pas juste qu'il faut juste proroger un peu plus pour avoir le temps de retrouver les coupables qui sont allés se cacher en Amérique du Sud, etc. C'est pas ça. Il est en général incompréhensible que le temps, processus naturel, sans valeur normative, puisse exercer une action atténuante sur l'insoutenable horreur d'Auschwitz. Pour lui, c'est deux séries complètement différentes. L'indignation morale ne peut pas. Un autre thème encore, c'est le refus de comparer, de relativiser, de discuter. Il faut le redire, l'application du degré de culpabilité des misérables qui ont massacré en masse des enfants juifs et récupéré ensuite leurs petits souliers, cette appréciation n'est pas un sujet de controverse. Dans une controverse, il y a du pour et du contre. Il y a une mixture du contre et du pour, comme à la Société française de philosophie ou au colloque de Cerisy-Lassalle. La France est depuis quelques années en état de colloque permanent. Mais Auschwitz, répétons-le, n'est pas un sujet de colloque. Auschwitz exclut les dialogues et les conversations littéraires. Et la seule idée de confronter le pour et le contre a ici quelque chose de honteux et de dérisoire. Cette confrontation est une grave inconvenance à l'égard des suppliciés. Auschwitz n'est pas, ainsi que les pillages, bombardements et ennuis de ravitaillement, un de ces bons et braves malheurs communs à tous les sinistrés honorables. Auschwitz est inavouable. Mais donc il dit, non, on va pas... C'est pas comme... c'est pas juste un fait de guerre, c'est autre chose. Voilà, ça c'est les thèmes qu'il met donc tout de suite, qu'on trouve tout de suite dans ce texte, l'imprescriptible, donc de 56. En 1967, donc on est 10 ans plus tard, voilà, on est avec le livre du pardon, avec le thème du temps. Je disais donc Léo Ferré, avec le temps tout s'en va, ou Jacques Brel, on n'oublie rien, de rien, on s'habitue, c'est tout. Donc voilà, le pardon serait-il une manière de faire de nécessité vertu? Serait-il une horloge de métabolisme? De toute façon, c'est comme ça, donc il faut faire avec. Donc, le pardon, c'est juste ce par quoi, en quelque sorte, on va se rhabiller, si je puis dire. On laisse passer une sorte de stratégie biologique des organismes destinée à éliminer l'accumulation excessive d'informations ou des informations nuisibles. Ça, là, dans cette remarque-là, il est très proche de Nietzsche, en fait. C'est Nietzsche qui dit que c'est ça. On a besoin d'oubli. L'oubli est vraiment vital. Donc, dans cet ouvrage, Jankélévitch, il montre le décalage temporel de la rancune en la comparant à un tir dont l'objectif serait un mouvement et dont la visée ne tiendrait pas compte de ce mouvement. Car en fait, tout a changé comme un tir vers une place vide. Je lis. Le rancunier, fixant l'offenseur dans son essence immuable, incorrigible et définitive d'homme coupable, s'en prend en fait à une place vide. Tout le désespoir du ressentiment tient dans cette impuissance. Le ressentiment ne sait même pas à qui en vouloir. Celui qui l'accuse a cessé d'exister.
Tout est ainsi entraîné dans un mouvement général du devenir, l'époque qui évolue irréversiblement, l'offenseur qui n'est plus le même, mais un autre, et finalement l'offensé lui-même en personne. Tous avancent, bon gré, mal gré, mais inégalement vite sur la route du temps. Vous voyez, c'est ça sa question. La question, c'est le temps qui fait qu'on n'est plus... On ne peut plus en parler, quoi. Mais cette usure temporelle, dit-il, c'est une caricature du pardon. Ne vous hâtez donc pas trop de vous réjouir des vertus consolatrices du temps, car au bout du compte, c'est la mort qui aura le dernier mot. Le temps qui décolore toutes les couleurs et qui ternit l'éclat des émotions, le temps amortit la joie comme il console la peine, le temps endort la gratitude comme il désarme la rancune, l'un et l'autre indistinctement. Il sèche nos larmes, mais il éteint aussi la flamme de nos passions. L'amour se perd dans les sables, le temps ainsi conçu impliquerait une sorte de fatale entropie. Peut-on prêcher le pardon au nom de la mort? Est-ce que le pardon, c'est juste une figure de l'entropie, du CA, de l'abandon? Le pardon revient sur le passé, il n'est pas se laisser aller, se laisser tomber de la frivolité qui se débarrasse du problème sur le temps. Le frivole dit bonsoir et bonne nuit à ses soucis, il s'écrie au diable l'offense et la rancune. Hélas, laisser tomber et envoyer promener et tourner la page, ce n'est pas avoir des relations avec quelqu'un, c'est plutôt rompre tout rapport. Le prochain est, avec les soucis et les vieux cauchemars, jeté par-dessus bord. Comment s'en débarrasser n'est pas un problème moral. Comment s'en débarrasser? Ouais, ouais. Est-ce que le pardon, ça veut dire... La question du pardon, c'est comment s'en débarrasser. Oui, c'est assez fort parce que là, il y a une protestation du pardon moral à l'encontre du pardon guérison, qui est un pardon, comment s'en débarrasser, comment s'en délivrer, en fait. Ensuite, Jan Kelevich, il pointe un paradoxe qu'on va retrouver partout. Le pardon est là précisément pour pardonner ce que nulle excuse ne saurait excuser. Car il n'y a pas de faute si grave qu'on ne puisse, en dernier recours, la pardonner. S'il y a des crimes tellement monstrueux que le criminel de ces crimes ne peut même pas les expier, il reste toujours la ressource de les pardonner, le pardon étant fait précisément pour les cas désespérés ou incurables. Bien, en gros, premièrement, le pardon, c'est pas l'excuse. On peut toujours excuser, comprendre, expliquer, etc. Bon. Il y a des choses qu'on peut comprendre, excuser. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, excuser, comme ça. Ça déborde du côté de l'excuse, c'est autre chose. Bon. Et le pardon a à voir avec ça. Là, il est très proche de Derrida, il est très proche de l'idée qu'il n'y a de pardon que de l'impardonnable. Bon. Et il le retourne de manière un peu ironique. On a des choses qu'on ne peut pas punir, qu'on ne peut pas expier, bon, tout ce qu'on peut, c'est les pardonner. Et là, on revient sur un pardon guérison, mais il le dit, vous le voyez, sur un mode grinçant. Hein. Donc, le pardon est là pour les cas impardonnables, et le pardon n'excuse rien. Il est bien possible qu'un pardon pur de toute arrière-pensée n'ait jamais été accordé ici-bas. Qu'une dose infinitésimale de rancune subsiste de fait dans la rémission de toute offense. Tel est cet impondérable calcul, tel ce motif microscopique d'intérêt propre qui subsiste en cachette dans les souterrains du désintéressement. Et en fait, le pardon le plus désintéressé, il reste quelque part un tout petit peu intéressé. Il y a toujours un petit quelque... Oui, donc il fait une critique du pardon qu'on va retrouver tout à l'heure. D'une certaine manière, Derrida ne va rien dire d'autre. Hein. Il apporte presque rien d'autre. Troisième et dernier texte de Jan Kelevich, de 71, pardonner pour l'interrogation. Jan Kelevich montre qu'il n'y a pas de pardon sans demande de pardon, sans aveu, sans repentir. C'est un peu contradictoire avec ce qu'il vient de dire tout à l'heure, parce que ça veut dire que celui qui pardonne que celui qui pardonne pour demander à être reconnu, pour demander à être réhabilité. Et donc il y a l'idée d'amendement, en quelque sorte. Il y a un repentir et donc un amendement du coupable. Et donc ça veut bien dire qu'il y a un motif, c'est pas désintéressé. Mais là, on sent dans ce texte, c'est curieux parce qu'avec le temps, il y a une indignation qui ne fait que croître.
dans ce dernier texte, c'est un texte extrêmement dur, vous allez voir. Donc, ça montre, c'est très important pour nous de lire qu'en 71, donc on est déjà 71. Après 1968, en tous les cas. Oui, mais on est donc plus de 25 ans après la guerre, quoi, 25, 30 ans. Le temps passe et ça ne passe pas. Ça ne fait qu'augmenter. Je vous le dis, peut-être la prescription aurait-elle moins d'importance si l'épuration avait été plus complète et plus sincère, si l'on sentait plus de spontanéité, plus d'unanimité aussi dans l'évocation de ces terribles souvenirs. Hélas, la disproportion entre les tragiques de ces 4 années maudites et la frivolité de nos contemporains sera sans doute l'une des plus amères dérisions de l'histoire. Que vient-on nous parler d'oubli et de pardon? Ceux pour qui les fusillés du Mont-Valérien et les massacres d'Oradour n'ont jamais beaucoup compté. Donc il ne parle pas que des Juifs, il parle que des Juifs. Ceux pour qui il ne s'est rien passé de particulier entre 40 et 45, hormis quelques difficultés de ravitaillement. Ceux-là étaient déjà réconciliés dès 1945 avec un occupant si correct. Le lendemain de l'armistice de 1945, ils avaient déjà oublié ce qui ne tenait nullement à se rappeler. Ils n'ont pas attendu les 20 ans de la prescription. Bon. Et il continue. Le pardon, mais il était préfiguré pendant l'occupation elle-même dans le consentement à la défaite et l'abandonnement maladif au néant, et il s'est inscrit aussitôt après la guerre dans le réarmement des malfaiteurs, dans la réhabilitation des malfaiteurs, dans l'inavouable complaisance à l'idéologie des malfaiteurs. Aujourd'hui, le pardon est un fait depuis longtemps accompli à la faveur de l'indifférence, de l'amnésie morale, de la superficialité générale. Et plus loin, le pardon, mais nous ont-ils jamais demandé pardon? C'est la détresse et la déréliction du coupable qui seul donnerait un sens et une raison d'être au pardon. Quand le coupable est gras, bien nourri, prospère, enrichi par le miracle économique, le pardon est une sinistre plaisanterie. Non, le pardon n'est pas fait pour les porcs et pour les truies. Le pardon est mort dans les camps de la mort. Notre horreur pour ce que l'entendement à proprement parler ne peut concevoir étoufferait la pitié dès sa naissance, si l'accusé pouvait nous faire pitié. L'accusé ne peut jouer sur tous les tableaux à la fois, reprocher aux victimes leur ressentiment, revendiquer pour soi-même le patriotisme et les bonnes intentions, prétendre au pardon. Il faudrait choisir. Il faudrait, pour prétendre au pardon, s'avouer coupable, sans réserve ni circonstance atténuante. C'est aujourd'hui la première fois depuis 1945 que les Allemands font mine de s'excuser. Ils découvrent qu'ils ont peut-être quelques comptes à nous rendre et ils nous ont fait l'aumône de quelques explications. Si nous n'avons pas entendu plutôt un mot de compréhension, c'est par équipe que nous avions fui le contact avec les Allemands. Était-ce à l'offensé de chercher ce contact? Les Allemands et les Allemandes n'ont-ils donc pas pensé tout seuls? Auraient-ils eu l'idée d'écrire d'un tas de belles lettres émues aux hebdomadaires si nous n'avions pas protesté contre la prescription? Rien ne prouve mieux, en tout cas, le manque de spontanéité d'une certaine jeunesse allemande, son peu d'empressement à aller au-devant des victimes, sa foncière bonne conscience. Devancer sa victime, c'était cela, demander pardon. Nous avons longtemps attendu un mot, un mot de compréhension et de sympathie. L'avons-nous espéré, ce mot fraternel? Certes, nous ne nous attendions pas à ce qu'on implorât notre pardon, mais la parole de compréhension, nous l'aurions accueillie avec gratitude, les larmes aux yeux. Vous voyez, c'est un texte très 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 fort. Souvent, il y a des Allemands dans ce cours, et c'est un texte qu'il faut dire avec précaution, hein, parce que déjà, moi je trouve que les Allemands, en fait, au contraire, il y a toute une jeunesse allemande qui porte ça très 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 fort. Ouais. C'est publié en France? Ça, c'est là-dedans, c'est pardonner, c'est le dernier petit texte de ce volume. Voilà, donc là, il soulève dans son indignation, il soulève plein de problèmes. En même temps, on ne peut pas. Enfin, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par lui, parce qu'on dit voilà, il pose au départ un certain nombre de très grosses questions. Il les pose avec émotion, mais il les pose aussi en intellectuel de grand calibre. Hein, c'est un grand intellectuel. Alors, Emmanuel Levinas, deuxième figure, dans le quart d'heure qu'il reste, on sera délégué à la prochaine fois. Levinas, il est né en 1906, il est mort en 1995, j'ai eu la chance d'être son élève. Parce que quand Ricoeur enseignait à Chicago, une partie de l'année, du mois de février au mois de mai, février, mars, avril, mai, enfin 3-4 mois, ils avaient un séminaire qui partageait. L'automne c'était Ricoeur et le printemps c'était Levinas. Et donc ils choisissaient un thème commun et on commençait le séminaire avec Ricoeur et on terminait avec Levinas. C'est quand même beaucoup de chance. Et
Donc c'était des séminaires sur Husserl, des séminaires vraiment de philosophie très pour dire technique. C'était pas les séminaires plus, je dirais, plus intimes que faisait Lévinas pour ses proches sur la mort, Voilà, donc Lévinas est très proche de Jankélévitch, mais son atmosphère philosophique est très différente parce qu'il part d'une réflexion sur le rapport entre le soi et l'autre, sur l'intersubjectivité, sur l'asymétrie entre moi et autrui. En fait, d'une certaine manière, Lévinas est très 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 marqué par Dostoïevski, on va le voir, mais aussi par Karl Barth. C'est Karl Barth qui insiste beaucoup, surtout le premier Karl Barth, qui insiste beaucoup sur l'asymétrie des rapports entre Dieu et l'homme. La totale asymétrie. Et cette asymétrie théologique, elle est reportée sur l'éthique avec Lévinas. L'autre, n'importe quel autre, devient l'autre avec un grand A, au sens de Karl Barth, de la transcendance, de la radicale altérité de Dieu. Dieu est l'autre, le tout autre. Alors, Lévinas écrit dans 4 lectures talmudiques la grandeur de ce qu'on appelle l'Ancien Testament consiste à demeurer sensible au sang versé, à ne pouvoir refuser cette justice qui crie vengeance, à éprouver de l'horreur pour le pardon accordé par procuration, alors qu'à la seule victime appartient le droit de pardonner. Ça, c'est un point très fort. Vraiment, c'est la victime qui pardonne. Et il y a une justice. Il n'y a pas de pardon sans justice. Le pardon doit passer par les cadres de la justice. Le pardon n'est pas là avant la justice pour tout de suite effacer le problème, pour liquider le problème. Donc, à la première personne, donc, je peux pardonner ce qui m'a été fait. J'ai cette liberté. Pourquoi ? Parce que je peux pardonner parce que je suis victime, mais aussi parce que je suis responsable. Je le cite, je suis responsable des persécutions que je subis, mais seulement moi, mes proches ou mon peuple sont déjà les autres, et pour eux, je réclame justice. Je peux, moi, pardonner parce que je peux prendre sur moi, mais je ne peux pas pardonner à la place des autres, à la place de mes proches, de mon peuple, etc. Ça, c'est dans Éthique et l'infini. Et donc, un peu plus loin dans cette page, il dit, vous connaissez cette phrase de Dostoïevski, c'est dans les frères Karamazov, et ça apparaît au moins 3 fois dans les frères Karamazov. Tu nous diras, Martine, moi j'ai une édition où j'ai marqué dans mes marges, mais nous sommes tous coupables de tout et de tous devant tous, et moi plus que les autres. Ça, c'est la phrase de Dostoïevski. Nous sommes tous coupables de tout et de tous devant tous, et moi plus que les autres. Non pas, commente Lévinas, à cause de telle ou telle culpabilité effectivement mienne, à cause des fautes que j'aurais commises, mais parce que je suis responsable d'une responsabilité totale qui répond de tous les autres et de tout chez les autres, même de leur responsabilité. Voilà l'éthique la pierre d'angle de l'éthique de Lévinas. Je suis responsable. Au sens il étend à l'éthique tout entière le propos, enfin, il vient avant, bien sûr, c'est bien avant, le propos de Georgina Dufoy que je citais tout à l'heure. Pas coupable, responsable. C'est une question de responsabilité. Alors, on va voir que là, il est très 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 en désaccord avec Hannah Arendt sur pas mal de sujets, et entre autres sur le sujet suivant, c'est est-ce qu'on peut se pardonner à soi-même ? Et je disais, pour Hannah Arendt, on ne peut pas se pardonner à soi-même parce qu'on n'est pas capable de se percevoir soi-même autrement. Emmanuel Lévinas médite le traité Yoma. Il commence par citer la Mishnah. Il écrit « Les fautes de l'homme envers Dieu sont pardonnées par le jour du pardon. » Ah, un petit détail. Mon plan, vous avez vu, il est fait de 49 petites unités. C'est un peu tombé comme ça, mais en fait, il y a un petit peu un artifice là-dedans, parce que 49, c'est 7 x 7. Et donc, c'est vraiment le jubilé, c'est-à-dire c'est vraiment le Kippour, c'est vraiment le rythme du 7, c'est vraiment le temps du pardon. Du coup, c'est intéressant de vous comparer le pardon au Shabbat, le pardon, qu'est-ce que ça va, et le 7 x 7, hein, le pardon du pardon.
Et faut-il pardonner 7 fois? Non, 77 fois, 7 fois, dit Jésus. Enfin, c'est des phrases très importantes hein, par rapport à ce. Donc les fautes envers autrui ne lui sont pas pardonnées par le jour du pardon si, au préalable, il n'a pas apaisé autrui. Donc on ne peut pas être pardonné au Kippour, le jour du pardon, si on ne s'est pas réconcilié avec son frère. D'accord? Et il commente, le jour du pardon permet d'obtenir le pardon pour les fautes commises envers Dieu. Rien de magique dans tout cela, cependant, il ne suffit pas que l'aube du Yom Kippour se lève pour que ces fautes soient pardonnées. Le jour du pardon n'apporte pas le pardon par sa vertu propre, magique. Le pardon ne se sépare précisément pas de contrition, ni de pénitence, d'abstinence et de jeûne, et d'engagement pour le mieux. Et donc voilà, et ça a à voir avec ce que je fais aux autres. Mais maintenant, le jour du pardon, on a... Oui. Je n'ai pas lu la phrase. Bon, je vous lis le texte parce qu'il me manque un fragment. Mesurons l'énormité de ce que nous venons d'apprendre. Mes fautes à l'égard de Dieu se pardonnent sans que je dépende de sa bonne volonté. Dieu est en un sens l'autre par excellence, l'autre en tant qu'autre, l'absolument autre. Et cependant, mon arrangement avec ce Dieu-là ne dépend que de moi. L'instrument du pardon est entre mes mains. Par contre, le prochain, mon frère, l'homme, infiniment moins autre que l'absolument autre, est en un certain sens plus autre que Dieu. Pour obtenir son pardon le jour du Kippour, je dois au préalable obtenir qu'il s'apaise. Et s'il s'y refuse, dès qu'on est deux, tout est en danger. L'autre peut refuser le pardon et me laisser à tout jamais impardonné. Peut-être, oui, donc j'ai mal présenté la chose. Donc, il y a des pardons, il y a des fautes pour lesquelles on demande pardon aux autres, et puis il y a des fautes pour lesquelles on ne demande pas pardon aux autres, mais par lesquelles c'est avec Dieu, et c'est au Kippour, et ça se fait au Yom Kippour. Peut-être que les maux qui doivent se guérir à l'intérieur de l'âme, sans le secours d'autrui, sont précisément les maux les plus profonds. Qu'un mal exige une réparation de soi par soi, cela mesure la profondeur de la lésion. Et donc, ça, c'est les drames, les mâles qui ne peuvent être présentés que devant Dieu. Autre question, beaucoup de temps, est-ce qu'on a le droit de punir les enfants pour la faute des parents? Et, voilà, il affirme tragiquement, Lévinas, que la culpabilité se transmet à la génération suivante. Si j'ai versé le sang d'étrangers, ces enfants pourront réclamer le sang de mes enfants. A-t-on le droit de punir les enfants pour la faute des parents? Réponse, mieux vaut qu'une lettre de la Torah s'abîme que le nom de l'Éternel se profane. Punir les enfants pour les fautes des parents est moins effroyable que de tolérer l'impunité quand l'étranger est offensé. C'est très, très archaïque. Il y a des propos très 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 voisins dans des lettres, j'aurais dû l'amener, les lettres luthériennes de Pasolini, dans lesquelles il dit la jeunesse italienne, elle est malheureuse, elle est moche, elle est méchante. C'est tragique. Et ils payent la faute de leur père. Et c'est bien. Il le dit comme ça, pratiquement. C'est bien. Après, l'enquête, c'est quelle est la faute des pères. C'est bien parce qu'ils le payent parce qu'ils n'ont pas rompu avec leur père. Ils restent. Voilà. Ils portent cet héritage, ils le gardent. Ils n'ont pas rompu. Donc, tant qu'on n'a pas rompu, réellement rompu avec son père, quand son père nous transmet sa faute, eh bien, voilà, c'est normal, la faute nous retombe dessus. Tant qu'on n'a pas rompu. Là, ça a à voir peut-être avec la psychanalyse. Comment est-ce qu'on peut rompre avec un processus qui se transmet de génération en génération, si vous voulez. Des choses comme ça. Alors, le texte de Pasolini, il est absolument extraordinaire. Parce qu'il dit, alors, pourquoi est-ce que toute la jeunesse italienne, il dit, ça veut dire que les pères communistes et les pères démocratie chrétienne avaient le même truc, et en fait, à la fin de son enquête, il dit, oui, voilà, le crime commun de tous les pères italiens, c'est d'avoir cru que la pauvreté était le pire des malheurs. C'est une phrase extraordinaire. Avoir cru que la pauvreté était le pire des malheurs. Voilà, alors, un crime commun qui fait que cette jeunesse, elle est malheureuse, moche et méchante. Voilà, donc on peut... Après, il y a tout un passage de chez Lévinas sur la méchanceté. C'est-à-dire, en fait, il dit
la lucidité. Il dit les intellectuels sont les plus coupables. Et en fait, ce qui est le plus impardonnable, c'est Heidegger, si vous voulez. Ceux qui savent ce qu'ils font, ceux qui devraient savoir ce qu'ils font, une offense, un tort, un crime, une offense intellectuelle, c'est ce qu'il y a de pire. Et le lien avec la méchanceté, c'est quoi du coup? Le lien avec... La méchanceté. Ben oui, c'est ça. La méchanceté, c'est ça. C'est C'est de savoir ce qu'on c'est de fait, savoir, et c'est de faire quelque chose et qu'on sait qu'on le fait. Donc la lucidité dans le mal, c'est une figure de l'impardonnable. Donc il peut y avoir une inconscience du fautif, une inintentionnalité, donc une limite, quelqu'un qui... Mais là, non, c'est pas le cas. Et puis peut-être, je vais terminer là-dessus, pour Lévinas, dans De l'existence à l'existant, c'est un texte de 1947, vous voyez, c'est ancien. J'ai la chance d'avoir la première édition. Il écrit « L'irréparable, c'est son atmosphère naturelle. L'espoir n'est espoir que quand il n'est plus permis. » Le temps dans le monde sèche toutes les larmes, il est l'oubli de cet instant impardonné et de cette peine que rien ne saurait compenser. Dès lors, le monde économique n'embrasse pas seulement notre vie dite matérielle, mais toutes les formes de notre existence où l'exigence du salut avait à être marchandée. Attention, là il attaque le salut, il attaque le rachat, il attaque la consolation, la compensation. Et où elle a eu... Non, c'est mal écrit. A déjà vendu son droit d'aînesse. Le monde, c'est le monde laïque où le jeu accepte le salaire. N'importe quoi. Là, je crois que j'ai fait une erreur je devrais reprendre le texte dans son... La vie religieuse elle-même, quand elle se comprend dans cette catégorie du salaire, est économique. Et il écrit... Mais ce temps de la compensation ne suffit pas à l'espoir. Il ne suffit pas que la larme soit essuyée ou la mort vengée. Aucune larme ne doit se perdre, aucune mort se passer de résurrection. L'espoir ne se contente donc pas d'un temps composé d'instants séparés donnés à un mois, qui les parcourt pour recueillir dans l'instant suivant, aussi impersonnel que le premier, le salaire de sa peine. L'objet véritable de l'espoir, c'est le Messie ou le salut. La rétribution dans l'avenir n'épuise pas les peines du présent. Il n'y a pas de justice qui puisse la réparer. Il faudrait pouvoir revenir à cet instant ou pouvoir le ressusciter. Espérer, c'est donc espérer la réparation de l'irréparable. C'est donc espérer pour le... Oui, c'est ça l'idée. C'est qu'en fait, on ne peut pas compenser par un pardon, par une réparation, le mal qui a été fait. Il faudrait pouvoir revenir et annuler ce qui a été fait. Alors ça, cette petite analyse de l'irréparable, on va dire, du temps comme irréparable, ça donne une acuité énorme au problème du pardon, évidemment. Qu'est-ce que c'est qu'un pardon qui ne prétendrait pas juste être une réparation, une éponge qui efface, qui console, et voilà, donc il y a eu un instant de malheur, maintenant il y a un instant de réconciliation qui annule. Parce qu'il y a une conception presque magique d'un temps. On a ça aussi dans la punition d'ailleurs. Ricoeur le dit pour la punition. Il y a une sorte de conception magique de la punition dans laquelle un mal qu'on va commettre, une punition qu'on va faire, va annuler, va équivaloir, va compenser un mal qui a été commis. C'est une pensée magique. C'est une conception magique du temps. Pareil. Voilà, donc ça touche évidemment le pardon. Si on renonce à cette conception magique du temps de la compensation. Et ça touche beaucoup aussi l'économie du salut. On ne peut plus penser le salut comme le grand bilan qui annule, qui fait le total des pertes et des profits, quoi, si je puis dire. Bon, j'ai parlé beaucoup. Ça va à peu près quand même ? Voilà, il reste Derrida. Vous avez la petite page que je vous ai donnée, que vous pouvez peut-être lire pour la prochaine fois. On fera ça très rapidement.
Et puis la prochaine fois, donc, du coup, je ferai Ricoeur, en gros, qui est une bonne introduction à pas mal de choses de notre parcours. Tout va bien? Du coup, c'est bon si j'essaye de faire sur Austin, non? Ouais, très bien. Voilà, Ouais. j'essaye, voilà, si j'ai le temps de...